Et on démarre notre tour du monde par l'Arabie Saoudite, Benahouda. Oui, défi d'investissement affectant l'industrie du pétrole et du gaz. C'est une recherche saoudienne. Le PDG de Saudi Aramco, la compagnie nationale des hydrocarbures, a émis il y a quelques jours une mise en garde solennelle face au manque de capitaux injectés dans les infrastructures de ce secteur. Pour lui, le sous-investissement y est chronique à travers le monde, alors même que les alternatives aux combustibles fossiles ne sont pas suffisamment disponibles. Alors ce rapport publié au mois d'août par le CAPSARC, c'est le principal centre d'études pétrolières à Riyad, entend donner des éléments précis sur l'ensemble de cette chaîne de valeur. Deux analystes évaluent ici les investissements dans cette industrie à l'échelle mondiale. 26 milliards de dollars de plus cette année. Or, la projection présentée comme indispensable pour satisfaire la demande, c'est 140 milliards supplémentaires d'ici à 2025. Donc le rythme actuel paraît nettement en retrait. Et les auteurs définissent alors 4 défis essentiels à leurs yeux. À leurs yeux encore. Les incertitudes liées à des divergences sur les prévisions industrielles de long terme, une réglementation notamment autour de la gouvernance des compagnies devenue inadéquate d'après eux, en particulier pour les entreprises privées, je cite, qui sont plus promptes à succomber aux injonctions de couper dans l'exploration. Troisième point, la volatilité excessive des cours qui empêche de tracer des tableaux précis. Et enfin, les inquiétudes de plus en plus fortes quant au changement climatique. Hamid El Sadoun et Julio Arboleda font le constat du discrédit frappant ce secteur qui, toujours d'après eux, provient de fausses idées climatiques et sociales, pour ne pas dire sociétales, ce qui se répercute sur les investissements et en conséquence sur la production et la disponibilité de pétrole. Le risque inhérent aussi en termes de ressources humaines, c'est très intéressant. Attirer et retenir les talents techniques dans cette industrie pétrogazière devient un problème tout à fait majeur, y compris en Arabie Saoudite, où une enquête d'opinion présentée montre un intérêt des travailleurs désormais inférieur pour les hydrocarbures et les pétrochimies par rapport au secteur du tourisme, des télécoms, du BTP et même des énergies renouvelables, comme si la partie là aussi était pratiquement perdue, y compris chez le premier exportateur de pétrole au monde. Le partenariat Russie-Iran, Benahouda, alors là, diagnostic clair, il n'y a pas de partenariat Russie-Iran. Alors, certains analystes américains et européens accréditent ces derniers temps la thèse de la formation d'un axe tout à fait stratégique Iran-Russie, ce qui n'est pas pour déplaire au passage à Téhéran et à Moscou. Mais ici, l'économiste iranien Esfandiar Batman-Relic, basé à Londres, qui veut prouver qu'il n'en est rien ou bien pas grand-chose d'un point de vue géoéconomique. Il dirige la fondation Bourse et Bazar et son point de vue a cela d'instructif qu'il n'a pas un caractère militant dans un sens ou dans l'autre. Pour l'auteur, la méconnaissance des Russes du contexte économique et social iranien est restée tout à fait semblable en fait à la méconnaissance par les Européens, quitte eux aussi à recourir au dénigrement systématique. Il cite à l'appui entre autres un entretien de l'ambassadeur de Russie à Téhéran, un quotidien iranien, où le diplomate s'énerve et brandit une importante créance impayée. Les échanges commerciaux en 2021 entre les deux pays ont, quoi qu'il en soit, atteint 4 milliards de dollars. Mais 4 milliards de dollars, c'est 3 fois moins que l'Irak, c'est 8 fois moins que la Turquie. Et on parle beaucoup de part et d'autre de résistance solidaire aux sanctions occidentales, sauf que la coopération industrielle et financière qui doit sous-tendre cette solidarité ne se met pas encore en place, à moins que l'accord préférentiel conclu en 2016 ne se transforme enfin en traité complet de libre-échange entre les deux pays, ce qui n'est pas encore à l'ordre du jour. Mais est-ce vraiment souhaitable, nous demande l'auteur, dans leur propre intérêt national, aussi bien à la Russie qu'à l'Iran? L'auteur en doute. Il pointe l'écueil d'une sophistication industrielle qui est en fait au même niveau. Il prend les secteurs de l'automobile, de l'électronique grand public, de l'électroménager, qui sont orientés vers les marchés intérieurs et qui pourraient s'auto-détruire l'un l'autre. Ils sont par ailleurs concurrents frontaux dans un des domaines tout à fait clés pour les deux pays, c'est la pétrochimie, notamment vers les marchés asiatiques. Alors l'économiste iranien juge ainsi qu'il y a encore un manque de confiance réelle, une conscience culturelle mutuelle insuffisante, et puis des incitations à travailler ensemble qui ne sont pas là.
La politique peut dire oui, mais en tout cas, l'économie dit C'est non. une autre affaire. Oui, absolument. Ah là 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 là, les quelques élus, nouveau regard sur les investissements directs étrangers européens en Chine. Et Dieu sait si c'est de plus en plus compliqué d'investir en Chine. Tout à fait. Alors, le ministre allemand de l'économie, qui vient d'accueillir une réunion ministérielle du G7, Ouais. a parlé de mettre fin à la naïveté envers la Chine. Alors, voici pour l'intention politique, une fois encore. Et quant aux faits économiques jusqu'ici, on peut se pencher avec grande utilité sur cette étude que sort Rhodium. Rhodium, c'est un fournisseur de recherche américain très bien implanté et de très longue date en Chine. Et ces bases de données y font tout à fait référence. Il en ressort qu'une poignée seulement de grands noms industriels allemands mènent en fait les flux d'investissement direct étrangers européens vers la deuxième économie mondiale. Entre 2018 et 2021, BASF, le chimiste, Daimler et Volkswagen, les constructeurs automobiles, ont représenté en tout le tiers. Alors, il va se révéler difficile maintenant de réduire la voilure. En une décennie, on apprend aussi que l'Allemagne est passée de 34 à 43% des IDE de l'Europe en Chine. Donc, on est loin de la naïveté dont parle Robert Habeck. Ouais. Si on élargit aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et à la France, Ouais. on est là pas loin de 90% de ce qui provient d'Europe. D'accord. Donc là aussi, c'est très concentré. Et ça tourne toujours davantage autour de 5 secteurs seulement. L'automobile, l'agro-industrie, la chimie, la grande consommation et la pharmacie biotech. Agatha Kratz et ses collègues mettent aussi en exergue 2 phénomènes. Le gel de tout nouveaux grands projets industriels européens en Chine depuis le début de la pandémie. Ouais. Et puis une désaffection croissante de la part des PME européennes. Elles envisagent le risque d'investir en Chine avec nettement moins d'entrain qu'auparavant, et c'est documenté ici. Les experts de Rhodium entrevoient aussi un hiatus croissant entre les sièges sociaux en Europe et puis leurs unités opérationnelles en Chine. On ne pense pas de la même manière.